Alors, donc voici l'agenda pour cet atelier qui va s'articuler autour de ces 3 questions. Donc, vous avez sans doute déjà des avis sur les 2 premières, mais nous remarquons que beaucoup de clients font des tests de régression uniquement lors de migrations majeures, alors que d'autres changements peuvent causer des régressions et pourtant ne font pas l'objet de tests qui peuvent constituer un vrai risque. Et nous allons voir ça. Et pour la dernière question, nous verrons ensemble comment optimiser ces tests et automatiser le processus avec 360bind. Et nous allons bien sûr aussi vous faire une petite démo. Alors avant de continuer, nous aimerions que vous interveniez un peu au cours de cette session. Nous avons donc une première question pour vous afin de faire connaissance. Et c'est qui s'occupe des tests de régression sur votre plateforme. Donc là, vous avez plusieurs choix, tout est anonyme. Donc IT admin, développeur de rapport, utilisateur métier, ou peut-être c'est pas quelque chose que vous gérez, donc vous ne savez pas. Dans ce cas-là, c'est je ne sais pas. Sauf si vous avez vraiment quelqu'un qui s'appelle Jean Dupont qui s'occupe des tests chez vous. Donc on va attendre un peu quelques secondes. On va attendre les rapports, les réponses. Donc on a à peu près déjà la moitié des participants qui ont voté. On va encore attendre quelques secondes. On va partager avec vous les réponses. Bon, il y a quelques tendances qui se dessinent déjà. Loïc, Il je te laisse semblerait, présenter quand c'est prêt. Ouais. oui, bien sûr. Je laisse encore 10 secondes. Donc voilà les résultats. Donc on peut voir quand même qu'il y a une majeure partie. Jean Dupont, il a un sacré boulot. Hein. Voilà, qui est effectué par des personnes qui n'existent pas. Non, donc plus sérieusement, c'est quand même assez bien réparti, hein, parce que si on considère que une grande partie des tests sont faits par l'IT ou l'admin et une autre par les développeurs, et une autre partie, enfin un gros tiers où vous ne savez pas vraiment qui est fait, on peut considérer que vraiment ces tests-là sont faits de façon éclatée par un grand panel d'utilisateurs, que ce soit des utilisateurs métiers, des utilisateurs techniques ou carrément des développeurs. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de méthodologie, c'est pas forcément très clair chez tout le monde, en tout cas de qui est normalement censé faire ces tests de non-régression. Donc, je vais terminer, clore ce sondage et on va reprendre donc le déroulé de notre présentation. Et donc, on va Alors, merci pour commencer. vos réponses. Et oui, effectivement, Loïc, alors, selon toi, pourquoi et dans quel cas faire des tests de non-régression? Alors en effet, c'est la première partie de cette présentation. Beaucoup de personnes se posent la question dans quelles circonstances il est opportun de faire ces tests, hein. On se doute bien que faire des tests de non-régression, ça peut plaire à beaucoup de personnes, mais il y a quand même des scénarios qui justifient un peu plus de réaliser ces tests, parce qu'on le verra par la suite, hein, ces tests-là forcément ont un impact, voire un coût important. Donc, on a listé ici un grand nombre d'événements qui sont pour moi les événements majeurs, hein, qui nécessitent de passer par cette phase de test de non-régression. Donc, le plus évident, c'est bien entendu la migration. Lorsque vous êtes sur une ancienne version de Business Object et que vous souhaitez donc vous mettre à jour vers la dernière, surtout que les anciennes versions de Business Object aujourd'hui ne sont plus supportées au niveau de la maintenance, vous avez fort à faire pour vous assurer que vos rapports en XIR2 ou XI3 par exemple, vous donnent également que sur la nouvelle plateforme en 4.2 par exemple, vous ayez le même niveau d'information. Vous pouvez être même d'ailleurs parfois sur du Desky, et donc vous êtes obligé de convertir vos rapports vers du Webi et vous assurer que vos conversions ne perdent pas au change. Donc toutes ces étapes de cette migration nécessitent de faire des tests. Donc c'est vraiment le scénario numéro 1. Pour moi, une migration de cette ampleur nécessite des tests de non-régression. Après, on va avoir d'autres événements tels que les mises à jour. Lorsque vous êtes par exemple sur une version mineure 4.1 et vous souhaitez vous mettre à jour vers la 4.2, on parlera d'ailleurs même prochainement de la 4.3 puisqu'elle est censée arriver cette semaine. Lorsque vous faites des montées de service pack ou de patch, ça peut aussi être des événements qui viennent impacter la qualité de données de façon moins problématique
qu'une migration, bien entendu, mais néanmoins, ça peut arriver. Le troisième scénario, c'est celui de clients qui reçoivent ou en tout cas qui développent énormément leurs univers. Donc, si vous avez en interne beaucoup de conception et de modification de vos univers, ou si au contraire vous avez des solutions tierces qui font appel à des univers qui vous sont livrés par l'éditeur, vous voulez peut-être vérifier que la qualité de données est identique, même si bien entendu dans ce dernier scénario, c'est plutôt au prestataire de valider lorsqu'il vous fait un envoi d'univers que ces univers sont corrects, mais néanmoins, vous pouvez mettre en place ici également ce genre de protection. Le quatrième scénario, c'est celui qui consiste à mettre à jour ou à changer de base de données. Vous avez un Oracle, par exemple, sur une vieille version et vous souhaitez donc mettre à jour cette base de données. Vous souhaitez changer complètement de technologie, passer d'une technologie à l'autre, ou pourquoi même complètement passer vers une autre technologie et directement aussi sur le cloud. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui au vu des bénéfices de passer sur une base de données hébergée sur le cloud. Et ben là, encore une fois, cet événement peut venir impacter la qualité de données de rapports qui pointent vers donc des sources de données qui sont potentiellement différentes, peut en résultat vous apporter des chiffres ou une présentation de vos rapports qui évolue. Et donc, c'est cet élément-là qu'on va aussi pouvoir évoluer et tracer avec l'outil. Et enfin, le dernier cas qui se présente de plus en plus à nous, au vu notamment de toutes les réglementations qu'on peut voir naître aujourd'hui, surtout en termes de sécurité. La sécurité, vous savez, aujourd'hui est un enjeu majeur sur la donnée. L'idée, c'est de mettre en place un contrôle continu de justement la qualité de données, c'est-à-dire de partir de rapports qui seraient des rapports de référence, et ces rapports de référence, quelle que soit la période où on rafraîchit ces rapports et où on les compare, les données devraient rester identiques pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de digression suite à une modification mineure qui ne serait pas forcément connue de tous. Donc on peut avoir l'idée, l'envie de mettre en place des contrôles de qualité sur les rapports les plus critiques. Bien entendu, on n'est pas obligé de réaliser cet exercice sur l'intégralité des rapports d'une plateforme, mais l'idée c'est de se dire voilà, ces rapports-là sont importants, sont consultés régulièrement, je dois m'assurer que j'ai pas d'éléments perturbateurs qui vient modifier la qualité de la donnée. Donc, on voit bien que le moindre changement dans un environnement peut avoir des conséquences sur les rapports. Ça, tu vas toucher un mot dessus. Mais n'oublions pas qu'il y a certains changements qui peuvent se produire en arrière-plan aussi, sans que le SI n'en ait connaissance. Donc, les rapports qui vont affecter, c'est Loïc? Oui, en fait, donc là, les tests de non-régression, on va les effectuer concrètement directement sur les rapports. On va les effectuer donc au niveau des documents DSKID, des documents Webby, des documents Crystal Report et également des documents Analysis for Office. Donc c'est bien le document qui sera testé et comparé, que ça soit donc la donnée bien entendu qui sera hébergée ou la disposition ou la façon dont cette donnée est formatée. On va directement analyser le document. Donc peu importe au final que vous soyez sur un document qui utilise une source telle qu'un univers ou une Bex query, les documents seront exécutés, planifiés, et on récupère justement nous la restitution de ce document-là pour pouvoir la comparer avec cette même version, mais soit sur une autre, cette même version de document, mais sur une autre version de Business Object ou sur une autre version d'univers ou qui pointe vers une autre technologie de base de données et ainsi de suite. Alors, vu les risques en vue, nous savons que pour beaucoup de nos clients, les tests sont souvent réalisés que sur quelques rapports clés, vu le temps et le travail requis. Donc, Loïc, pourquoi est-ce que le processus est si compliqué et laborieux? Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes ont du mal à se lancer dans ces tests de non-régression ou en tout cas sur des tests de large ampleur parce que quand on dit que c'est compliqué, ce qui est compliqué, on l'a essayé effectivement ici de vous le décrire, c'est la première étape, c'est la partie d'identification. Lorsque vous avez des plateformes avec quelques dizaines ou centaines de rapports, ça peut paraître facilement, ou en tout cas plus facilement envisageable. Lorsqu'on est sur des plateformes qui contiennent des centaines, voire des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de documents, ça paraît beaucoup plus contraignant tout de suite. Donc, la première grande complexité, c'est d'identifier les rapports qui sont candidats à ces tests de non-régression.
on pourrait partir du principe de tout tester, mais si vous avez plus de 100 000 documents, même avec un outil qui va automatiser la tâche, ça restera quand même une tâche d'envergure. Donc l'idée, c'est d'identifier, travailler par échantillon, bien entendu des échantillons intelligents, qui vont donc cibler toutes les variétés de données et de rapports que vous puissiez avoir sur votre plateforme. Et pour justement cette partie identification, le client peut vouloir utiliser plusieurs critères. Ça peut être bien entendu la criticité, un document qui est peut-être envoyé tous les lundis au comité de direction est très sensible, donc on doit s'assurer que ce document-là ne voit pas des régressions au moment de sa migration. La fréquence d'usage, des rapports qui sont utilisés quotidiennement par un grand nombre d'utilisateurs peut également aussi être un bon candidat à ces tests de non-régression. Donc voilà, le premier problème lorsqu'on veut s'attaquer aux tests de régression, c'est la partie identification. Pour ce faire, on a d'ailleurs au sein de nos solutions un outil qui permet justement de regarder et donc d'historiser les rapports sur la base donc de criticité, c'est-à-dire qu'on peut regarder par exemple qui accède à certains documents et donc identifier certains profils, donc notamment par exemple pour l'exemple tout à l'heure du comité de direction. On peut aussi très facilement identifier les rapports pour lesquels on a eu le plus d'actions enregistrées dessus, les personnes qui ont le plus souvent rafraîchi ou les rapports qui ont été le plus souvent rafraîchis. C'est des choses qu'on peut très facilement remonter. La deuxième problématique, c'est la question de la méthodologie. Comment réaliser ces tests de non-régression? La façon la plus évidente et la plus simple, mais qui est aussi la plus manuelle, c'est de réaliser une comparaison donc, avec soit deux écrans ou alors avec des imprimes de ces rapports et de vérifier les différences, un peu comme on le faisait lorsqu'on était plus jeune, le jeu des 7 différences, sauf que cette fois-ci, vous ne savez pas combien de différences il va y avoir au départ et donc ça peut être très long si vous êtes sur des tableaux qui contiennent des centaines, voire des milliers de lignes et ça sur plusieurs rapports dans vos documents. Donc, la façon manuelle est vraiment ici à proscrire puisque vous pouvez passer énormément de temps pour au final ne tester qu'un seul document. Alors après, il y a des personnes un peu plus expertes qui vont pouvoir exporter les documents par exemple sur des fichiers Excel, puis derrière appliquer des macros qui viendraient automatiquement surligner entre guillemets les régressions. Alors déjà, ça nécessite quelques compétences techniques au niveau des macros, mais en plus, ça nécessite de maintenir votre code, puisque lorsque vous allez monter de version et ainsi de suite, votre macro sera peut-être plus forcément fonctionnel. Et puis, quiz des graphiques au sein de vos rapports, ça va être compliqué là également aussi de comparer les graphiques. Donc la méthodologie est souvent, et tout ce qui en découle est souvent le deuxième point ici qui rend cette démarche compliquée. Et puis, bien entendu, la troisième problématique, c'est la gestion des ressources. Ça prend du temps. Il faut des personnes disponibles. Et si on met ça en adéquation avec certaines échéances parfois à tenir, c'est tout simplement pas réalisable de maintenir le calendrier si on souhaite faire les tests de non-régression sur tous les documents qui nous semblent judicieux d'être testés. Donc forcément, le fil rouge qui est continu lorsqu'on parle de test de non-régression, c'est la gestion du temps et bien entendu donc le coût qui est lié puisque forcément, puisqu'on alloue des ressources, on a derrière une réflexion en termes de coût. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle en quelque sorte? Est-ce que je préfère voir mes utilisateurs me remonter les erreurs et corriger les rapports lorsque l'erreur a été remontée, ou est-ce que je souhaite en amont être proactif, engager du temps et de l'argent pour réaliser ces tests pour être sûr justement que je n'ai pas de complaintes par les utilisateurs à l'avenir. Merci pour ces précisions, Loïc. Alors justement, avant de continuer, on va lancer un deuxième petit sondage. Savez-vous comment s'effectuent actuellement les tests de régression sur votre plateforme? Donc, comme expliqué Loïc, qu'est-ce que c'est manuel? C'est-à-dire côte à côte et côté imprimé, des écrans doubles. C'est délégué à vos utilisateurs finaux. Vous faites peut-être appel à des consultants ou des ressources externes, ou peut-être encore fois, vous ne gérez pas cette partie, donc vous ne savez pas. On va attendre quelques petites secondes. Voilà, donc comme tout à l'heure, on va attendre un petit peu. On a à peu près un tiers des personnes qui ont déjà voté. Alors, il y a une petite tendance aussi là qui se dégage, mais c'est assez équitablement réparti. En tout cas, on a des votes un petit peu partout.
Alors j'en profite le temps que je laisse encore quelques secondes. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à les poser dans la barre de questions. On y reviendra probablement à la fin dans la période à partie. Donc voilà, encore 10 secondes et je vais clôturer ce deuxième sondage. Voilà, donc je clôt le sondage, je partage les informations avec vous. Voilà, donc il y a quand même une majeure partie des personnes qui effectuent leurs tests de façon manuelle, côte à côte, avec 2 écrans ou avec des imprimes, ce qui est donc voilà, la méthode la plus pénible, on le sait tous. On a parfois des personnes externes qui sont voilà, chargées de faire ce genre de tâches. Bon, c'est pas des tâches, c'est pas les tâches les plus intéressantes, mais malheureusement, lorsqu'il faut y passer, on voit ça régulièrement. Après, on a effectivement aussi beaucoup de personnes qui font appel, donc comme je disais, à des consultants, des ressources extérieures, donc qui soit ont une solution particulière, ou soit font de la même façon ou utilisent également aussi des solutions telles que la nôtre. Et puis on a des utilisateurs métiers qui font donc ces tests-là, donc soit en amont ou soit, comme je l'expliquais, remonter les régressions lorsqu'il y en a, et puis on réagit plutôt qu'on anticipe. Bon, on va pouvoir reprendre donc le fil. Oui, merci encore pour vos réponses. Donc, on va passer à la troisième question. 360 Bind est donc notre solution intégrée à 368 pour l'automatisation des tests de régression. Peux-tu nous dire, Loïc, un peu plus de détails, comment fonctionne justement 360 Bind et comment se fait le processus d'automatisation? Oui. Alors en effet, on a développé l'outil qui s'appelle 360 Bind, donc qui fait partie de la suite 368, il y a quelques années maintenant, puisque on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de versions Business Object qui amélioraient bien entendu au fur et à mesure des sorties des fonctionnalités. Mais bon, ce faisant, il y a beaucoup de versions, beaucoup de service packs, et puis il y a beaucoup de choses qui évoluent dans l'infra de façon générale. On parlait tout à l'heure des bases de données ou autres. Donc, on a eu l'idée de développer ce module qui permet de faciliter et d'automatiser ce process. Alors, ce processus, il se décompose en 2 temps. La première partie, c'est la partie tâche d'export. Ça s'appelle tâche d'export dans l'interface. Et l'idée est assez simple, c'est que l'on va venir ici sélectionner les différents rapports que l'on souhaite comparer. Donc, on peut sélectionner un rapport si on souhaite en comparer qu'un seul. On peut en sélectionner plusieurs. Il n'y a pas de limite technique au nombre de rapports à intégrer dans cette tâche d'export. La seule contrainte, c'est qu'il faudra rafraîchir ces rapports. Donc, forcément, on ne peut pas faire l'impasse sur le temps de rafraîchissement des rapports. Donc, il faudra juste avoir cette chose en tête. Cela étant dit, la tâche d'export peut être planifiée, puisqu'on parle d'automatisation. Donc, on va pouvoir la planifier au moment opportun. Et donc, notamment lorsqu'il y a peut-être le moins de personnes sur la plateforme. Et une fois donc on aura sélectionné les rapports que l'on souhaite comparer, une fois qu'on aura renseigné également les valeurs d'invite, puisque je viens de le dire, on va les rafraîchir, donc on a besoin de connaître les valeurs d'invite à utiliser. La planification donc va se réaliser, donc c'est les processus derrière de Business Object qui va s'occuper de la planification. Et derrière sera généré, alors ça sera probablement un fichier XML en fonction du format du document que vous êtes en train de comparer, mais ça sera, si c'est du Webi, un fichier XML qui sera généré et qui sera stocké quelque part sur le serveur à un endroit que vous avez préconfiguré au moment de l'installation de l'outil. Donc on va se retrouver avec plusieurs jeux de fichiers XML en fonction du nombre de rapports que vous avez demandé à comparer. Et cette tâche d'export qu'on vient de faire par exemple sur une 4.1, si je prends le cas d'une montée de version de 4.1 vers 4.2, je devrais réaliser une seconde tâche avec donc les mêmes documents, les mêmes valeurs d'invite sur la deuxième plateforme pour justement comparer mon premier jeu de rapport qui provient de la 4.1 avec le second jeu de rapport qui provient de la 4.2. Forcément, il faut 2 points de vue pour faire une comparaison. Dès lors où j'ai mes 2 points de vue, il me suffit de passer à l'étape numéro 2, c'est la tâche de comparaison. Donc la tâche de comparaison, c'est premièrement sélectionner les jeux de rapports à comparer. Donc tout à l'heure, je parlais donc d'une migration
d'une montée de version entre 4.1 et 4.2. Donc là, c'est les deux jeux que j'aurai à comparer. Et puis, bien entendu, après, j'ai les critères de régression que je souhaite activer pour ma tâche de comparaison. Donc, on en a plusieurs. On peut tous les activer ou seulement certains parmi la liste. Donc, bien entendu, on va pouvoir analyser la donnée au sein du document. Donc, si vous avez des tableaux, par exemple, on va pouvoir analyser chaque cellule. On va pouvoir analyser la structure également. La structure, c'est justement la partie formatage du document. Si vous avez un tableau avec des dimensions spécifiques, vous avez peut-être des rapports qui sont prévus à l'envoi postal. Donc, vous pouvez vous assurer que la disposition du document reste identique. Vous avez la possibilité aussi de modifier, de comparer pardon, le style du document. Donc concrètement, le style, c'est la taille d'écriture, la couleur, la police. On va être également aussi capable de comparer les images. Et dans les images, ça inclut justement les graphiques au sein de vos documents Webi. Donc on va être capable d'analyser, ça sera une extraction qui sera faite au format PNG, puis une analyse au niveau pixel. Et puis, bien entendu, on sera aussi capable de comparer les temps d'exécution sur les deux machines, en l'occurrence, si on est sur une migration entre deux versions et deux machines différentes, pour s'assurer qu'en termes d'exécution, la machine n'est pas plus longue en tout cas, hein, ça c'est les souhaits de chaque personne, chaque administrateur qui fait une montée de version, et peut-être même voir si on a gagné du temps et en performance. Et donc, une fois qu'on a sélectionné les critères de régression, bien entendu, on aura la restitution. Donc, la restitution peut se faire de deux façons, soit à la volée, donc directement au sein de l'interface, ou alors, si on a planifié la tâche, on va pouvoir recevoir, par exemple par email, un email qui contient donc l'intégralité du résultat de la tâche, à savoir donc le nombre de documents qui ont été comparés, le nombre de régressions, recevoir également donc en pièce jointe un fichier Excel qui va dénombrer toutes les erreurs, leur localisation, si elle est de type de données, si elle est du type de structure, pour avoir toutes ces informations et prendre derrière les décisions qu'il faut au niveau de ces régressions. Merci Loïc, c'était très clair, mais je pense qu'on peut faire encore plus clair et pour cela, rien ne vaut une petite démo. Alors en effet, je vais vous montrer donc l'interface. Donc c'est juste avant de vous montrer cette interface, un petit point sur la partie architecture. Donc cet outil qui s'appelle 360 Bind fait partie de notre web application qui s'appelle 360 Web Platform, qui contient également donc certains autres modules de la suite 360. Et donc voilà, si vous demandez comment ça fonctionne, c'est tout simplement donc une application déployée dans un Tomcat et après vous arrivez au niveau de notre interface à partir d'un navigateur internet. Donc ici j'utilise Chrome pour ceux qui se posent la question. Donc voilà la page de connexion. Donc au moment de la connexion à cet outil, vous allez mettre vos identifiants Business Object. Donc vous allez spécifier sur quel CMS vous souhaitez vous connecter. Vous allez spécifier l'utilisateur à prendre en considération et puis son mot de passe. Vous avez aussi la possibilité de modifier le mode d'authentification si vous avez un mode d'authentification particulier. Donc je vais me connecter. Donc voilà actuellement à quoi ressemble la page d'accueil lorsque vous êtes connecté. Vous allez pouvoir d'ailleurs constater que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une web application qui contient plusieurs modules de la suite 360, dont le module 360 Bind qui est ici activé juste en haut. Donc, je vous expliquais tout à l'heure qu'on commençait une tâche de comparaison par créer d'abord l'export des documents que l'on souhaite analyser. Donc, la tâche d'export se génère ici. Donc, vous avez la possibilité de cliquer sur ce menu et d'arriver directement donc dans la console des tâches d'export. Donc vous allez avoir toutes les tâches, qu'elles soient en cours d'exécution, en attente d'exécution, qu'elles soient terminées, et ainsi de suite. Donc vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai plusieurs tâches qui ont déjà été exécutées. J'ai notamment deux tâches que j'ai préparées pour vous faire gagner le temps d'exécution des rapports ici. Donc j'avais des rapports avant ma modification et j'avais des rapports après ma modification. Là, la modification, c'est quoi? C'est un changement d'univers. Donc je suis dans le scénario où voilà, j'ai une modification sur un univers où j'ai été livré de certains univers et je souhaite tester que je n'ai pas de régression. Ces tâches-là s'exécutent de façon externe, c'est-à-dire que j'ai créé cette tâche sans utiliser de planificateur sur la base d'une date.
j'ai en contrepartie cette URL ici, qui est spécifique, dont on peut voir notamment l'identifiant. Et cette tâche s'exécutera lorsque cette URL en fait est tout simplement appelée. Donc je peux très bien copier-coller ici cette URL, aller dans mon navigateur et la lancer dans la barre d'adresse. Ou alors, si je souhaite automatiser mon processus, je peux, dans mon planificateur d'entreprise, venir spécifier au bon moment dans la chaîne des événements à quel moment je souhaite lancer cette tâche. Et bien entendu, je fais un appel d'URL, un wget sur cette URL-là, et j'ai ici la possibilité de récupérer avec ces autres URL soit les logs, soit le statut de la tâche. Ce qui permet donc d'exécuter cette tâche au moment le plus opportun pour vous. Donc notamment avant ici le changement d'univers et puis ici après le changement d'univers. Concrètement, la tâche, lorsque vous la créez, donc là, je vais mettre à jour celle-ci, mais vous commencez par remplir donc chacun de ces onglets ici. Donc, bien entendu, vous commencez par nommer votre tâche. Ensuite, vous sélectionnez le moment opportun pour exécuter cette tâche. Donc, moi, j'ai effectivement sélectionné external, mais vous pouviez choisir soit de l'exécuter tout de suite ou à un moment plus tard dans la journée, soit l'exécuter périodiquement, donc, si c'était nécessaire, ou de vous appuyer sur un calendrier Business Object. Vient ensuite la sélection des documents. Donc ici, on va sélectionner tous les documents. Donc ça, c'est les 3 documents que j'ai dans mon export, que je peux éventuellement supprimer. J'aurais pu éventuellement aussi ajouter ici d'autres documents. Donc on peut sélectionner un document soit directement à l'aide de son nom, soit en spécifiant le dossier dans lequel il est. Ensuite vient la partie export. Donc les exports, on va les réaliser dans des dossiers qui seront stockés sur le serveur et vous allez pouvoir créer plusieurs catégories dans ce dossier de façon à mieux gérer la sécurité. On va pouvoir créer aussi des projets, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs projets qui seraient par exemple des départements et ces départements-là auront accès uniquement à leur propre extraction. Le format d'export, donc comme je disais tout à l'heure, on va exporter en format XML notamment pour les documents Webi, puis on a quelques options ici. On aura bien entendu les prompts à renseigner, puisqu'on va vouloir rafraîchir les données pour être certain que la donnée également n'est pas en régression dans les documents. Donc ici, on va retrouver les prompts de tous les documents. On peut, si on le souhaite, ajouter des valeurs de filtre. Si on souhaite ajouter voilà, de la restriction dans les données, ça peut être intéressant. Comme on peut d'ailleurs aussi modifier les contrôles d'entrée. Donc, s'il y en a, on peut les modifier ici. Ensuite, on aura la partie notification. Donc, on peut être notifié en cas de succès, en cas d'avertissement ou en cas d'échec de la tâche. En l'occurrence, ici, je suis notifié par email. Je pourrais aussi créer un système de fichiers si je le souhaitais. Je peux déclencher un événement une fois que cette tâche est également terminée, et quel que soit son statut ici, hein, donc soit en succès, soit en avertissement, soit en échec. Et puis après, bien entendu, j'ai la fenêtre de confirmation pour valider ma tâche et donc la mettre dans l'état, soit en cours d'exécution, soit en attente d'appel, en fonction de ce qu'on a spécifié dans cette tâche. Une fois qu'on a exécuté ces tâches, comme j'expliquais tout à l'heure, on aura donc nos deux fichiers, nos deux jeux de fichiers XML dans cette fameuse catégorie, hein, qui est donc un dossier physique que vous mettez sur le serveur ou sur un disque réseau. Il ne reste plus qu'à faire la partie comparaison. Donc dans la partie comparaison, de la même façon, j'ai ici une tâche que je mets en attente d'exécution, donc grâce à son lancement par URL. Donc cette tâche-là, concrètement, comment on la construit? De la même façon, donc on va lui donner un nom pour commencer. On va spécifier à quel moment on souhaite exécuter cette tâche. Donc si vous voulez l'exécuter tout de suite, puisque vous souhaitez faire la régression là, à l'instant, à la volée, ben vous pouvez le faire de cette façon-là. Si vous ne savez pas quand est-ce qu'il faut lancer cette tâche-là, hein, ça va être votre ordonnanceur qui va spécifier, vous pouvez demander à recevoir les éléments directement par email. Donc on aura la sélection, bien entendu, c'est la sélection des fichiers XML à récupérer. Et donc là, moi, je vais lui demander de récupérer les deux exports que j'ai mis dans ma catégorie qui s'appelle démonstration. Je pourrais, sinon, de façon très spécifique, aller regarder tous les exports que j'ai dans ce répertoire et manuellement sélectionner les deux qui m'intéresseraient. Par praticité, j'ai mis les deux derniers puisque je sais que j'en ai que deux dans ce répertoire. Je vais spécifier comment ensuite mapper les différents éléments que j'ai dans mes deux jeux de fichiers XML. Pourquoi? Parce que forcément,
dans certains scénarios, ça va être très facile de mapper les documents. Si vous êtes, dans mon cas, simplement en train de tester une modification de source de données, on va pouvoir réutiliser éventuellement le CUID, puisque forcément les documents sont identiques, j'ai simplement modifié la source de données. Si je suis dans le cas d'une migration et que potentiellement j'ai perdu le CUID, je peux également faire le mapping par le nom. J'ai même une troisième option, faire le mapping de façon personnalisée, c'est-à-dire que je vais voir la liste de tous les rapports que j'ai dans mes 2 jeux d'export et je vais les mapper un à un, lorsque bien entendu ça a du sens, pour pouvoir comme ça passer outre le nom ou le CUID du document. Ensuite vient la partie comparaison. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, on va spécifier quels critères on souhaite utiliser pour faire ces tests de non-régression. Donc, en l'occurrence, on va pouvoir comparer la donnée, on va pouvoir vérifier aussi les valeurs numériques, c'est-à-dire que si vous avez par exemple 1,0 ou 1, d'un point de vue mathématique, logique mathématique, la valeur est identique. Par contre, d'un point de vue formatage, cette valeur est différente. Donc, en fonction de ce que l'on souhaite comme comportement, on va pouvoir ajuster ici. On va pouvoir ignorer les espaces. On va pouvoir comparer les images avec un certain niveau de précision. On a 3 niveaux de précision. On va pouvoir également analyser le style du document, la structure comme j'expliquais, et le temps d'exécution. Alors le temps d'exécution est une valeur qui apparaîtra dans chaque comparaison. Donc si vous voulez connaître les temps d'exécution sans forcément pouvoir l'utiliser, vous n'êtes pas obligé de le cocher, cette donnée apparaîtra. Maintenant, si vous voulez l'utiliser, et ça s'utilise en pourcentage, c'est-à-dire que si j'ai 10% de plus ou en moins de temps d'exécution, le document sera vu comme une régression. Et puis, après, bien entendu, la partie résultats. Donc, je peux me faire envoyer les résultats. Ici, c'est le cas. Je me fais envoyer les résultats par email. Je peux également envoyer éventuellement les résultats toujours par gestion de fichiers. Donc, je vais recevoir par email les résultats. Donc, ici, j'ai un contenu qui se remplit de façon dynamique avec les résultats du document. Donc, je sais le nombre de documents que j'ai sans différence, le nombre de documents avec différence. Et je peux également avoir en pièce jointe ici le résultat pour chacun des documents, savoir où se trouve concrètement la régression. Est-ce qu'elle se trouve au niveau de la donnée? Est-ce qu'elle se trouve au niveau de la structure? Et avoir donc ce récapitulatif au sein de ce fichier joint. Et puis bon, comme tout à l'heure, on va être capable de notifier l'exécution et la bonne exécution de la tâche, surtout d'éventuellement lancer un événement une fois que cette tâche sera terminée. Et puis on a la phase de confirmation. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? Cette tâche, on peut, donc je l'ai exécutée pour vous faire gagner le temps d'exécution, même s'il était très rapide, vous pouvez voir 12 secondes. Et on a ici la restitution. Donc, vous arrivez sur cette interface-là lorsque vous souhaitez faire une restitution à la volée, où vous retrouvez ici sur le côté les différents rapports qui ont été mis dans cette sélection. Donc, moi, il y en avait 3. Dans les 3 rapports, j'en ai un ici qui est en vert, donc qui veut dire que ce rapport n'a connu aucune régression. Lorsque je clique dessus, je vois le rapport tel que je le verrai dans le Launchpad et je peux confirmer qu'effectivement, a priori, c'est un tableau et j'ai pas de différence particulière, que ce soit sur le premier onglet ou que ce soit sur le second onglet. Si je reviens sur la partie orange, ici, cela signifie que ces rapports-là ont au moins une régression constatée dans le document. Donc, si je prends le premier rapport, je peux voir ici que j'ai mon premier rapport qui est vert, donc qui veut dire que je n'ai pas de régression. Et j'ai mon second rapport ici, qui est lui par contre surligné d'un jeu de couleurs, qui me démontre que j'ai de la différence. Alors ce qui est intéressant, c'est que chacune des différences, elle est catégorisée. Si par exemple je clique sur cette cellule ici, j'ai l'information en bas qui me dit que la différence, elle est basée sur le style, puisque effectivement cette information ici, elle est en bold, là où elle ne l'est pas de l'autre côté. Si je clique par exemple sur cette deuxième cellule ici, j'ai l'information que cette fois-ci l'erreur provient du contenu puisque j'ai 2 valeurs différentes au sein de mon rapport. Donc même chose si je passe sur le troisième rapport. Ici, je vais avoir la même façon de projeter ces régressions. À la différence ici que j'ai un code couleur un peu différent, j'ai également du rouge. Et le rouge signifie que cette
cette ligne, hein, cet enregistrement, en fait, ne trouve pas sa contrepartie dans le deuxième jeu, ce qui veut dire qu'on est sur potentiellement de la donnée additionnelle qui aurait été remontée, alors soit liée peut-être à la source, à la connexion, soit peut-être liée éventuellement à une restriction. Mais en tout cas, ça dénote également que ici, j'ai en l'occurrence une ligne en plus par rapport à mon rapport de référence. Alors, vous pouvez rapidement voir quelles sont les pages à impacter. Toutes les pages en orange sont des pages où il y a des régressions, donc il y a des pages où il n'y a pas de régression. On peut constater également au niveau des rapports et des graphiques de ces rapports que lorsqu'il y a des modifications, on va également encadrer ici cette régression. Donc là, elle paraît minime, vous ne l'auriez peut-être même pas remarqué, mais il y a quelques erreurs dans le tableau, il y a quelques valeurs qui évoluent, on a pu le voir ici par exemple tout à l'heure, donc ce qui mène à quelques petites variations au niveau des histogrammes qui sont pratiquement imperceptibles, mais que l'outil a pu voir pour vous, bien entendu. Et donc, cette façon de restituer, qui vous donne donc les informations. Donc les informations en temps, elles sont ici. Donc on peut voir que mon deuxième export s'est rafraîchi en 7 secondes, là où le premier s'était rafraîchi en 18 secondes. Je peux vérifier bien entendu les valeurs d'entrée qui ont été renseignées pour être sûr que la donnée ne varie pas à cause justement d'une valeur de prompt. Et si jamais je souhaite recevoir ça par email, avec le fichier qui est juste ici, donc là, c'est si je fais la tâche à la volée, et ici, c'est si jamais je souhaite recevoir cette tâche-là lorsqu'elle aura été exécutée. Je reçois donc ces informations plutôt sous la forme de fichier Excel, qui sera en quelque sorte aussi votre documentation. Vous aurez le résultat ici, enfin le paramétrage de la tâche, avec donc les options qui ont été sélectionnées, les rapports, les jeux de rapports qui ont été sélectionnés, les rapports, leur nom, les rapports, les onglets qui ont des régressions et ceux qui n'en ont pas. Et le plus important ici, c'est le tableau qui va dénombrer le nombre d'incidents qu'on a pu constater en fonction des différents critères de régression. Donc on peut voir que j'ai énormément d'incidents sur la structure du document Webi ici, notamment dans le rapport numéro 1. Donc ça permet de visualiser et de quantifier l'ampleur de la régression avec ce fichier. Merci Loïc, je t'interromps, juste je garde l'œil sur l'heure, donc on peut revenir suite à ça si on a des questions, on pourra revenir là-dessus, mais je pense que peut-être essayer d'avancer un peu. Donc oui, c'était, on voulait partager un petit retour d'expérience d'un de nos clients. Vous pouvez trouver le témoignage complet sur notre blog en suivant le lien, mais juste en quelques chiffres. C'est donc la société Orange qui avait fait l'acquisition des solutions 368 Suite afin de faciliter une migration de SAP Business Objects 3.1 à 4.2. L'équipe projet procédait par lot pour effectuer ces tests de régression. Le premier lot comportait 400 documents qu'ils avaient choisi de tester avec 360 bind. Sans l'outil, ils estimaient pouvoir tester seulement un tiers de ces documents, de ces 400 documents, un tiers voire la moitié, sur une durée de 2 semaines avec 3 personnes à temps plein. Avec l'outil, ils ont effectué un test complet en 1 semaine et avec une seule ressource sans être à temps plein. Donc un gain de temps et de ressources assez significatif. Oui, ce qu'on peut, vas-y Loïc, si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, ce qu'on peut ajouter aussi sur ce cohort, donc c'est là on s'est focalisé sur la partie test de non-régression puisque c'était l'objet de cette session bien entendu. Donc ça a permis, comme Sébastien l'a dit, de gagner énormément de temps. Mais sur la partie identification qu'on a pu soulever aussi comme point critique tout à l'heure, voilà, Orange a aussi utilisé notre solution d'audit qui s'appelle 360 Eyes pour ne pas la citer, et ça leur a permis justement d'identifier les rapports qui étaient sensibles ou en tout cas très utilisés. Ça leur a permis de faire donc du coup du nettoyage aussi en même temps, mais surtout ça leur a permis donc d'identifier les rapports à tester en priorité, puisque donc ils ont commencé par un lot de 400 documents, donc forcément il faut bien commencer quelque part. Et ce faisant, en travaillant de cette façon et avec l'outil 360 Eyes, on peut très facilement faire aussi de l'analyse d'impact lorsqu'on a identifié certaines régressions. Lorsque vous avez un document, par exemple, qui est en régression et que vous avez identifié que la régression était soit un univers, soit un objet spécifique, ou même éventuellement une variable, vous pouvez, avec notre outil 360 Eyes, étendre à toute la plateforme les rapports qui contiennent cette variable, cet objet ou
voilà cet élément perturbateur, pour connaître l'intégralité des documents qui seront forcément impactés par cette régression, et du coup prendre une action préventive sur ces documents. Et ça vous permet donc de cette façon de limiter en quelque sorte le nombre de rapports que vous avez à faire, puisque vous pouvez utiliser votre échantillon qui est représentatif et étendre, grâce à la partie analyse d'impact de l'outil 360 Eyes, ces régressions. Voilà ce que je voulais ajouter, Sébastien. Bah, super, je te remercie. Donc, oui, on arrive bientôt aux questions-réponses, mais avant cela, juste repasser rapidement les bénéfices aux différents corps de métier, Loïc. Oui, donc ce qu'on aimerait que vous reteniez par rapport à cette présentation, c'est que bon, bah, chaque personne qui a une interaction avec Business Object, forcément, il trouvera quelque part son bénéfice. Pour les administrateurs, bah, c'est déjà faciliter aussi quelque peu la vie du métier ou des testeurs. Donc forcément, ils vont vous adorer pour ça, puisque vous allez leur mettre éventuellement cet outil à disposition. Et puis surtout, ça vous permet de savoir que vous avez une méthodologie automatisé qui plus est, 100% fiable dans vos tests de non-régression. Donc, vous pouvez vraiment vous reposer sur cette solution. Pour les responsables BI ou décisionnels, ça va être aussi la possibilité de faire des provisions sur le temps nécessaire pour la réalisation de ces tests, puisque c'est quand même quelque chose qui souvent est compliqué. On navigue un petit peu à l'aveugle. Donc là, avec cet outil, bah, vous allez pouvoir plus facilement vous organiser. Et puis cet outil voilà, va vous permettre de réduire vos coûts et vos ressources, puisqu'on l'a vu notamment avec le dossier Orange, ils ont pu réussir un grand nombre de tests avec simplement une seule personne à temps plein sur le sujet, là où il aurait fallu au minimum 3 personnes et beaucoup plus de temps pour eux sans cet outil. Et puis pour les utilisateurs métiers, les utilisateurs finaux, fini pour eux éventuellement de faire des tests manuels ou en tout cas de découvrir ces régressions voilà, au cours de l'eau. Et ça, donc, pour eux, ça sera traduit par une confiance supplémentaire dans la qualité de données et voilà, dans l'information qu'ils récupèrent donc, depuis les différents rapports web. Donc voilà, on vient de parler de 360 Bind, mais 360 est donc une suite complète de modules qui permet de répondre à beaucoup plus d'autres cas d'usage, comme vous voyez à l'écran. Donc, dans les exemples d'automatiser des tâches quotidiennes, gérer la sécurité et conformité des rapports, faciliter des backups et restauration de votre plateforme. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter ou vous allez peut-être participer à d'autres sessions à suivre pendant la journée.